Alors, je vois qu'il descend à toute vitesse. Je vais donc donner la parole au professeur Jean-Marie Joigny, qui dirige la maternité de Trousseau et qui a la responsabilité de toute la partie diagnostic prénatal. Et donc, voilà, je te laisse la parole. Tania, ça fait à peu près 20 ans que je ne me suis pas servi d'un PC. Alors si. Ouais, bah tu me l'ajouter. Attends, je me retiens. T'arrives, tu bloques les trucs, tu repars. Moi, je peux parler sans diapositive. Je suis sûre que tu peux parler sans. Monsieur Joigny nous a cassé l'ordinateur. Tu veux, tiens, t'es puni, tu vas le faire sans. Je n'ai pas nécessairement besoin du support des diapositives si ça vous convient. Tiens, tant que je te... Impossible de parler du diagnostic prénatal et de l'organisation des soins autour d'une anomalie quelle qu'elle soit sans replacer les choses dans leur contexte. Vous savez que notre pays a mis en place et a été un des premiers pays européens et même au monde à mettre en place des modalités de surveillance de la grossesse avec l'idée d'améliorer le devenir et la santé des femmes en lien avec la grossesse et au moment de la naissance des enfants. Et des enfants également. Ça veut dire que dans le cadre de cette surveillance, il y a un certain nombre de dépistages qui sont toujours proposés aux femmes, qui sont bien sûr dans leur immense majorité non obligatoires et en tout cas doivent toujours être réalisés après avoir recueilli le consentement de la femme. Et parmi ces dépistages se trouve l'échographie. La proposition d'un dépistage et d'une surveillance des grossesses normales par échographie repose sur une double justification. Ça s'appelle CC Imagine, je crois, Tania. Une double justification qui est celle de repérer des éléments qui pourraient conduire à modifier les modalités de surveillance ou modifier l'organisation de la naissance de l'enfant à naître. Et puis, pour ce qui est du versant fœtal, des dépistages qui vont concerner des anomalies de la croissance et l'existence d'anomalies fœtales. Et dans ce cadre-là, la justification à cette politique de dépistage, elle est représentée par le fait qu'on va chercher soit à transformer l'histoire naturelle d'une anomalie fœtale ou d'une malformation. Pour certaines d'entre elles, on sera même en mesure de proposer un traitement fœtal spécifique. Et puis, toutes les fois où cela est possible, on proposera une organisation de la naissance et, pour certaines malformations, une prise en charge qui pourra se faire dès la salle de naissance. Je crois que c'est important de replacer les choses dans ce contexte-là. Alors maintenant, dans le cadre de ces journées, on est concentré sur une des anomalies cérébrales dont le diagnostic est possible avant la naissance. Mais une nouvelle fois, lorsque on remet les choses en perspective de l'ensemble des dépistages qu'on fait pendant la grossesse, et notamment ceux qu'on pratique par échographie, on va demander aux personnes qui ont en charge ce dépistage par échographie, qu'ils soient médecins ou sages-femmes, de réaliser un examen systématique avec une sorte de checklist qu'ils vont devoir produire et qui va devenir une sorte de document opposable, bien sûr, s'il y avait un questionnement médico-légal qui entourait la naissance de l'enfant et son devenir. Là, vous voyez sur cette diapositive qu'à 5 mois, un comité d'experts sur le plan national a défini un certain nombre de clichés qui sont le minimum syndical à produire dans le cadre de l'échographie de 5 mois, qui ont donné lieu à un débat très riche au sein de notre discipline et de tous les acteurs qui sont impliqués. En tout cas, pour ce qui est du cerveau, on va nous demander de réaliser 3 images qui sont présentées ici et qui correspondent à des coupes axiales de l'encéphale, et à partir de cela, on va espérer repérer des anomalies qui pourront indiquer un examen complémentaire par un opérateur plus expérimenté.
Donc pour ce qui est du corps calleux, toutes les images qui émaillent ce topo sont des images réalisées par le docteur Catherine Garel, avec laquelle je travaille à Trousseau, et son équipe. Et pour ce qui est de la génésie calleuse, il y a, je crois, une bonne connaissance dans le pays du repérage qui est fait depuis un examen systématique vers des signes qui peuvent conduire à l'existence d'une agénésie complète ou d'une anomalie du corps calleux. Ensuite, l'organisation des soins, elle a été présentée d'ores et déjà par Delphine Héron. Elle correspond pour cette anomalie à une organisation qui est celle que l'on utilise communément dès lors qu'à partir du dépistage, on l'a dit, il y a une image qui est inhabituelle, où il y a une suspicion d'anomalie forte ou peu importante. Cette constatation va, selon l'organisation des soins, conduire à organiser une échographie qu'on dit échographie de référence, donc souvent par un opérateur qui a plus l'expérience de voir des cas d'anomalie fétale et qui dispose aussi également souvent d'un équipement qui est de meilleure qualité. Et puis ensuite, il y a une organisation des soins autour de la médecine fétale en France qui est très évoluée, puisque depuis près de 20 ans, et on a été un des premiers pays au monde à mettre en place cette organisation, il a été créé dans toutes les régions françaises des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal qui sont des sortes de centres experts et dont le rôle va être de prendre en charge tous ces cas où c'est pas comme d'habitude, où il y a une suspicion d'anomalie, et vont être responsables, et c'est inscrit maintenant dans le cadre de la santé publique, de la surveillance de ces grossesses, de toute la démarche diagnostique, de l'ensemble des éléments à visée diagnostique qui vont être proposés à la patiente, également impliqués dans l'organisation de la surveillance de la grossesse, du lieu qu'on va juger comme étant le plus adapté à la naissance de cet enfant, et puis l'organisation de consultations avec des collègues pédiatres, médecins ou chirurgiens ou généticiens, et qui donc sont un peu les garants de cette prise en charge pluridisciplinaire qui est indispensable à une information qui soit la plus loyale possible pour les couples. Et donc, tout ce schéma ou ce parcours de soins, il n'est pas unique et propre aux anomalies calleuses. Alors, on a bien compris là depuis 36 ou 48 heures que pour ce qui est des anomalies calleuses, le plus souvent la suspicion va naître au moment de l'échographie de 5 mois. Vous avez un temps de référencement à un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, un temps d'organisation pour une imagerie échographique de référence. Et puis, ce qui va beaucoup dominer la discussion, c'est, on en parle sans cesse depuis hier, c'est le caractère en apparence isolé ou associé de cette anomalie, puisque c'est un point de la discussion pronostique qui est très important. Alors, Marie-Laure Moutin, qui nous a appris énormément de choses sur cette anomalie, nous a appris que pour cette classification du caractère isolé, on ne pouvait pas se contenter d'une imagerie de référence en échographie à 22, 26, 28, 30, parce que souvent il faudra savoir répéter les examens échographiques, mais la pertinence de l'IRM sera plus grande si on pratique cet examen aux alentours de 32 semaines. Donc vous voyez le laps de temps qui va séparer le temps du dépistage aux alentours de 22 semaines à un temps qui est très important sur le plan de la démarche diagnostique qui va s'étendre jusqu'à 32 semaines. Il faut remarquer au passage qu'à ce stade, la proposition qui est celle de notre groupe actuellement à Trousseau de réaliser une étude en exome, l'étude exacte dont Delphine Héron vient de vous parler, vient parfaitement s'inscrire dans cette temporalité-là. Et c'est très important pour nous parce que quand on reçoit un couple avec cette suspicion d'anomalie aux alentours de 5 mois, il va falloir qu'on les accompagne dans ce cheminement et notre but va essayer de contenir le plus possible leur angoisse et puis d'essayer de répondre de la manière la plus précise à leurs questions. Dans le cadre de cette prise en charge, on va toujours, face à cette anomalie, proposer à la patiente de réaliser une amniosynthèse. Pourquoi ? Parce que, vous l'avez vu, on va, grâce à cet examen, pouvoir être en mesure de porter un diagnostic d'anomalie dans 10 à 15% des cas, a fortiori si, en plus de l'examen conventionnel des chromosomes, on va adjoindre une étude par ACPA. Et puis, enfin, ce qui va nous importer, nous,
ça va être d'essayer de délivrer au couple une information qui soit loyale et éclairée pour essayer, avec l'aide des neuropédiatres, des généticiens et de nos collègues psychologues, de les faire cheminer face à des situations qui, encore à ce jour, comportent un certain degré d'incertitude pronostique dont on vient de parler, et qui, pour certains couples, cette incertitude sera un élément tout à fait insupportable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, Marie-Laure l'a rappelé à l'instant, on a vu une grande évolution dans la prise en charge prénatale de cette malformation dans les 20 dernières années. Et puis finalement, et c'est le cas pour beaucoup d'anomalies d'organes chez le fœtus, on attend de manière légitime beaucoup des nouveaux outils de la génétique, mais peut-être que pour les anomalies calleuses, ces nouveaux outils vont nous être très précieux, comme l'a parfaitement, je crois, démontré ou expliqué Delphine Héron, non pas dans une espèce de quête absolue à un diagnostic de certitude, c'est-à-dire mettre une étiquette, mais peut-être contourner cette difficulté et être en tout cas en mesure d'éliminer autant que faire se peut les cas associés à un mauvais devenir, c'est-à-dire une déficience intellectuelle profonde. Car si cela est le souhait des femmes de pouvoir, dans cette situation, réfléchir à une éventuelle interruption médicale de la grossesse, alors bien sûr, nous l'accompagnerons dans le cadre de la loi, puisque je vous rappelle que la loi française, le législateur a fait en France que dans notre pays, une femme enceinte puisse formuler une demande d'interruption médicale de la grossesse après un diagnostic prénatal d'anomalie fœtale, dès lors qu'il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une pathologie d'une particulière gravité et reconnu comme incurable au moment du diagnostic. Je dis le législateur parce que l'exigence réglementaire, même législative, est que pour que ce soin puisse être organisé, il est demandé à ce que 2 médecins experts inscrits auprès d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal attestent que nous sommes bien placés dans le cadre législatif que je vous ai décrit. Pour conclure, parce que je suis presque plus intéressé par un échange et une discussion avec vous, ce qui me paraît très important pour le futur face à cette anomalie, c'est de pouvoir avancer dans cette capacité qu'on a à informer et à apporter un conseil qui soit le plus précis au couple avant la naissance de leur enfant, après un tel diagnostic prénatal. Et là, les efforts doivent être doubles. Bien sûr, on attend beaucoup des développements des nouveaux outils de génétique, mais il ne faut pas penser que ça va régler tous les problèmes. Et je crois qu'il faut aussi se rappeler qu'on se doit d'être en mesure d'une description qui soit la plus précise possible des cas, à la fois sur le plan clinique pour les enfants qui sont nés, sur le plan de l'imagerie, quelle qu'ait été cette technique, et puis également des éléments de suivi. Et vous savez que pour cette anomalie, mais c'est le cas pour beaucoup d'anomalies fœtales, à l'heure actuelle, notre conseil prénatal, il repose beaucoup sur des cohortes, c'est-à-dire des populations de patients qui comportent de nombreux biais, parce que très souvent, ces patients sont pris en charge peu ou prou par des centres experts, ce qui, bien sûr, introduit un biais important. Et puis, il y a un deuxième problème quand on lit cette littérature, c'est que beaucoup de nos collègues développent énormément d'efforts pour tenter de mettre en place des suivis prospectifs, c'est-à-dire qu'on va suivre au fil du temps l'évolution de patients, de fœtus, chez qui on a fait un diagnostic d'anomalie calleuse et pour lesquels on va organiser un suivi en période postnatale. Le problème, c'est que dans ce type d'études, on a toujours un biais qui est lié au fait qu'on a toujours un système d'attraction qui passe par un centre de référence ou un centre expert qui est susceptible d'introduire des biais, de sorte que ces cohortes-là ne sont peut-être pas tout à fait le reflet de ce qui se passe en réalité. Et cette constatation, doublée du fait que j'avais, il y a 5 ou 6 ans, fait une enquête auprès des 49 centres de diagnostic prénatal qui existaient à l'époque dans le pays, pour savoir quel était le taux d'interruption médicale de la grossesse qui était pratiqué dans leur centre
dans le cadre d'une agénésie calleuse en apparence isolée en prénatal. Et j'avais été extrêmement surpris, par la très très grande variabilité de la prise de décision de mes collègues, puisque ce taux d'IMG variait de 0% pour un centre, ce qui en soi paraissait très étonnant, pour atteindre et dépasser pour certains centres à l'époque, plus de 60%. Et c'est cette grande différence également dans le choix des couples dont on ne peut pas s'empêcher de penser que c'est un reflet indirect de la pratique médicale et de l'information médicale qui est prodiguée. C'est cette double constatation qui nous a poussé à monter cette étude qu'on a appelée DACI pour devenir des enfants porteurs d'agénésie calleuse en apparence isolée en prénatal, et qui a été soutenue sur le plan financier par l'Agence de la biomédecine et plus récemment par la Fédération française des centres de diagnostic prénatal. Notre but ultime rêvé aurait été de rassembler à partir de données de 18 centres de diagnostic prénatal répartis de manière harmonieuse dans le pays pour essayer de supprimer ce biais et qu'on ait un vrai reflet de ce qui se passe en population réellement. Notre objectif était celui d'inclure 60 enfants nés vivants avec une agénésie calleuse, et on va atteindre le chiffre proche de 50. Et puis, notre but, bien sûr, est de pouvoir suivre ces enfants, dans un premier temps, jusqu'à l'âge de 3 ans, et aidez-moi à motiver mes collègues à Paris et en région pour que l'évaluation standardisée qui est prévue pour ces enfants à 3 ans puisse être réalisée. Donc, les efforts pour le futur vont être d'essayer de lutter contre le caractère très hétérogène des cohortes qui sont actuellement disponibles et sur lesquelles repose notre conseil prénatal. Je le répète une nouvelle fois, c'est très important, un effort collectif sur une caractérisation phénotypique de l'ensemble des cas. Et pour cela, il nous faudra également utiliser de nouveaux outils pour agréger toutes ces données. Je pense bien sûr aux outils qui ont attrait à l'intelligence artificielle. Et puis bien sûr, on attend une très grande contribution des nouvelles techniques de génétique. Mais tout seuls, nos collègues dans le laboratoire, ils ne vont pas pouvoir faire grand-chose, sinon on n'est pas capable de leur fournir des données qui soient précises, contrôlées, qui puissent être vérifiées, relues par des experts quelques années plus tard, en disant finalement non, l'interprétation qu'on a fait de ce cliché d'échographie ou de cette IRM n'est peut-être pas tout à fait celui qui correspond à la réalité anatomique de ce cas, parce que c'est comme ça qu'on pourra, on l'espère, poursuivre dans cette marche d'amélioration qui depuis 20 ans est indéniable. Merci à vous. On a 5 minutes pour poser des questions ou pour avoir des réflexions sur ce qui vient d'être dit, sur vos questions, vos remarques là-dessus. Non? Tous les parents restent muets? Et alors? Comment? Mais sûrement, mais vous avez peut-être des questions sur les topos qui ont été présentés ce matin. Ce matin, tout à l'heure, peut-être dans l'après-midi. Non? Bonjour à tout le monde. Moi, je voulais savoir, j'ai une question. J'ai mon fils qui était, pareil, ça a été de l'agénésie du corps calleux, partielle, pendant la grossesse en 2009. Et là, il a 9 ans et demi. Et ce que je ne comprends pas, c'est que il n'y a pas très longtemps, on a découvert aussi un TDAH. Et je voulais savoir, il est aussi en diagnostic de autisme, une suspicion en fait. Et j'ai rendez-vous la semaine prochaine à la Pitié-Salpêtrière, au centre d'autisme. Et je voulais savoir, est-ce que déjà le TDAH, c'est un trouble du neurodéveloppement ou pas? Alors oui, mais je vais peut-être laisser mes collègues psychologues répondre.
Est-ce que l'une d'entre vous veut répondre? Dans les différentes présentations que nous avons eues, madame, effectivement, il a été dit que les troubles Kim et vous la représentez tout à l'heure, l'hyperactivité, le déficit attentionnel peuvent se voir chez les enfants qui ont une anomalie du corps calleux. Et ce sont des troubles comportementaux qui sont à prendre en charge. L'autisme pose un problème un petit peu différent. Madame Paul, qui parlait ce matin et qui a parlé tous les jours précédents, a montré qu'on retrouvait parfois sur les enfants suivis très longtemps des petits signes qui pouvaient être évocateurs de troubles du spectre autistique, mais qui sont différents des enfants présentant un trouble du spectre autistique vrai, un autisme vrai. Ceci étant, je crois que l'anomalie du corps calleux est une anomalie qui est relativement fréquente. C'est la plus fréquente des anomalies cérébrales. L'autisme est aussi assez fréquemment décrit maintenant et de plus en plus. Donc, quelle est la corrélation entre cette malformation et ce trouble du comportement qu'on va regarder chez votre petit garçon? Je ne sais pas et je n'ai pas la réponse. Ce que je peux dire, c'est que dans toutes les cohortes des enfants que nous avons suivis, nous avons très peu de cas d'autisme vrai. Donc pour moi, il n'y a pas une corrélation directe entre agénésie du corps calleux et autisme. Il peut y avoir chez les enfants, au fur et à mesure du développement, des petits signes, comme il a été rappelé ce matin par plusieurs psychologues, qui s'apparentent à certains signes retrouvés chez les enfants autistes, mais pas un tableau complet d'autisme. Est-ce que les psychologues ont quelque chose de plus à dire ? Oui. Moi, j'avais une question à poser. Je voulais savoir, alors elle est peut-être bête ma question, mais je voudrais savoir si un enfant qui a été diagnostiqué isolé, pendant combien de temps on a un risque de passer en associé? C'est une excellente question. Vous me faites penser à une maman qui est peut-être là et qui me demandait, qui m'a dit, alors que son enfant avait 10-12 ans et qu'il allait bien, mais docteur, quand est-ce que la bombe qu'il a dans la tête va exploser? Alors non, non. Comment nous faisons, nous les pédiatres? En prénatal, on dit que cet enfant a l'air d'avoir une agénésie du corps calleux en apparence isolée. Et il y a longtemps, on n'avait pas tous les outils que viennent de décrire les généticiens et les radiologues. Et puis, cet enfant né, et très vite dans les premiers mois, on élimine beaucoup de choses associées, parce qu'il a une morphologie tout à fait normale, il ressemble à sa maman, il ressemble à son papa, il ressemble à tous les enfants de la Terre, parce qu'il a un bon tonus et qu'il tient bien sa tête, qu'il fixe, qu'il suit les yeux. Donc on peut être rassuré, on pouvait être rassuré à l'époque, sur un tas de pathologies géniques qu'aujourd'hui on trouverait avec l'exome, mais qu'on élimine. Et puis cet enfant, ce petit garçon, cette petite fille commence, et puis il va à l'école, et il va bien à l'école, et ça se passe bien. Nous ne sommes pas dans une pathologie associée, c'est fini, il faut oublier ça. C'est véritablement une agénésie du corps calleux isolée. Mais dans les agénésies du corps calleux isolées, comme il vous a été expliqué tout à l'heure, il y a un gène qui n'a pas fait son travail. Ce gène, on ne le connaît pas encore. Vous avez vu qu'on le retrouvait que dans un pourcentage des cas qui n'est pas un énorme pourcentage des cas. Donc ce gène, oui, il y a eu une cause génétique, mais cette cause génétique, elle m'a donné probablement une agénésie du corps calleux, peut-être d'autres choses, mais qui n'entrave pas le développement de cet enfant. Ce qui ne veut pas dire qu'un jour, on ne découvrira pas la cause de cette agénésie. Mais ça n'en fait pas le spectre terrible que vous avez quand on se voit en prénatal et on parle des signes associés, des isolés, qui fait redouter qu'il y ait une maladie. Si un enfant se développe bien, suit un peu sur son mal, ce qui n'explique pas qu'il puisse y avoir des difficultés à l'école, qu'il puisse y avoir de temps en temps des petits troubles de comportement, nous n'avons pas une anomalie d'un gène embêtant. Vous comprenez ce que je veux dire? D'un gène responsable des pathologies que Solveig nous a décrites et qui sont des pathologies relativement sévères. Est-ce que je peux juste rajouter quelque chose sur cette notion d'associé? En prénatal, on doit faire avec les moyens qu'on a, l'imagerie, la TGH et peut-être demain on espère l'exo. Et ça veut dire que
ce qu'on cherche, c'est quelque chose qu'on va voir de façon associée à cette agonie du corps calleux. Mais je tiens à dire qu'il y a des agénésies du corps calleux qui peuvent être associées à d'autres signes dans le cadre de mutations biogènes connues et qui ne vont pas développer des déficits intellectuels qui iront bien. Donc, c'est pas le terme associé, c'est ça veut dire qu'on veut être le plus sûr possible qu'il n'y a pas quelque chose d'associé de grave. Sauf qu'on ne sait pas forcément toujours distinguer ce qui sera grave ou pas en associé. Il y a des choses dont on sait qu'elles sont graves quand on est associé. Les anomalies, par exemple, c'est l'hypencéphalie, la microcéphalie, les anomalies des filtrations des neurones, ça on sait que ça va être grave. Mais il y a d'autres types d'anomalies qui peuvent être associées et pour lesquelles l'enfant ira bien quand même. Parce qu'il y a des syndromes dans lesquels il n'y a pas, si on considère que associé et bon pronostic, ça veut dire pas de déficit intellectuel, pas de déficit quelque chose qui fait que l'enfant pourra avoir une vie normale. D'accord? Donc ce terme associé qui fait ce qu'on redoute en prélatage, ça angoisse, on attend de savoir si on a quelque chose d'associé ou pas. On attend de savoir si on va pas avoir quelque chose qui reste le pronostic de cet enfant qui fait que ça va être sévère, qui va être sévère, qu'il y a un risque qui soit très sévère. Une fois qu'il est né, qu'on a eu de l'IRM postnatal, qu'on l'a examiné, on voit bien qu'il a rien d'associé, qui fait en sorte qu'il aura une forme sévère. Alors c'est vrai qu'après il y a possibilité, on a entendu un suivi neuropsychologique des enfants, les difficultés scolaires, parfois de l'hyperactivité, de l'attention. Voilà, mais toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on peut prendre en charge. Et le diagnostic prénatal est quelque chose qui est bien peut-être, parce qu'on vient de nous dire que c'était innovateur, enfin, en France, on a été pionnier dans cette prise en charge, mais vous voyez un peu le double tranchant. C'est un double tranchant, le diagnostic prénatal. Il y a des pays qui ont essayé de ne pas faire des fonds, on ne peut en faire qu'une, on ne peut pas. Voilà. C'est que ça va créer une angoisse supplémentaire. Le fait de savoir qu'un enfant a une agénésie du corps calleux, on poursuit la grossesse quand on est né, il y a deux possibilités. Il est né, on est rassuré, et les parents voilà, juste être rassurés de voir que tout va bien. Et il y en a qui vont regarder leur enfant sur toutes les cultures parce qu'on garde le fait qu'on a des traumatismes subis en prénatal, donc on découvert qu'on a dit que c'est possible de quelque chose de grave et de grave. Voilà, donc associer ne veut pas forcément dire que l'enfant n'ira pas bien. Associer en prénatal veut dire qu'on va faire le maximum pour exclure ce qu'on peut voir, parce que c'est la seule chose qu'on peut faire, on ne peut pas l'examiner, autrement que de façon indirecte par l'imagerie et la génétique du moins. Essayer de réduire le risque au maximum que cet enfant ait autre chose qu'on doit voir. Et vous savez aussi qu'il y a, comme Tania dit, qu'il y a des associations en prénatal sous terme de rechercher des choses associées. Ça veut dire qu'on veut essayer d'arriver à un diagnostic pour vous aider, pour donner un pronostic. Quand on a un diagnostic, on a un pronostic. Quand on a juste le diagnostic d'anomalie calleuse, mais elle est liée à quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Voilà pourquoi on cherche pour donner une information. D'accord? En postnatal, quand cet enfant se développe, tout va bien, on l'a sous les yeux, on l'examine, on le voit, il y a des parents tous les jours qui le voient et qui savent comment cet enfant marche. Donc non, ça ne deviendra pas autre chose. Et donc, je voulais revenir effectivement, en prénatal, de temps en temps, on trouve des anomalies associées. Peut-être certains d'entre vous ont été confrontés à la découverte d'un lipome, une anomalie du corps calleux, avec une petite bande de graisse au-dessus du corps calleux qui le rend plus court, plus petit. Parfois, il y a une partie qui manque. Eh bien, on sait aujourd'hui, grâce à tout ce travail fait ensemble, des informations échangées, des réseaux, que lorsqu'on a un corps calleux qui est trop court ou dont il manque un bout, parce qu'il y a cette anomalie graisseuse, tous les enfants vont bien. D'accord. Et pourtant, en prénatal, on pourrait dire, ah oui, mais il y a quelque chose d'associé. D'accord. Je crois que
C'est les piles. Je voudrais savoir quels sont les moyens qui peuvent être mis en place au sein des différents centres pour que justement le devenir de ces enfants soit plus équitable en fonction des régions. Et En prénatal ou en postnatal? En prénatal. En prénatal au niveau des IMG ou de savoir comment au sein d'un pays, comment on peut faire pour que les familles soient éclairées et un avis éclairé parce qu'ils ont tous les éléments nécessaires pour faire un choix qui leur est propre. Je vous remercie, madame, parce que c'est une question très pertinente que vous posez là. J'ai plusieurs éléments de réponse. Je vous ai dit tout à l'heure que la médecine fœtale en France s'organisait autour des centres pluridisciplinaires. Ils sont 48 à l'heure actuelle, avec une très bonne communication les uns avec les autres. Ils sont réunis au sein d'une fédération et c'est un vecteur très efficace pour transmettre des informations. Et on l'a vérifié récemment pour d'autres types de malformations. Je pense notamment au dysgraphisme, qui font partie également des autres types de malformations qui nous intéressent beaucoup au sein du groupe de Trousseau et que nous prenons en charge beaucoup. Donc les choses évoluent. Je crois dans le bon sens. Vous savez, il y a une très grande crainte il y a 20 ou 30 ans à l'aune du diagnostic prénatal de dire on va vers une dérive complètement eugénique de la surveillance des grossesses. Le taux d'interruption médicale de la grossesse dans le pays, il augmente très légèrement, mais ça rend compte essentiellement du nombre plus important de conceptions d'embryons porteurs d'une anomalie en particulier du nombre des chromosomes. Mais par ailleurs, il reste relativement stable et on voit vraiment une évolution dans un sens très positif. Et ce que je vous ai donné comme chiffre tout à l'heure de pratique en fait, des centres, on l'a vu dans tous les centres s'homogénéiser beaucoup plus. Donc les choses évoluent. Mais c'est une question très pertinente que vous posez. On essaie de faire en sorte que chaque femme dans le pays puisse avoir accès au même niveau de soins et au même niveau d'information. Et ayant déjà fait un choix antérieur à la visite, j'ai pu sentir sur 2 visites différentes une approche totalement différente des médecins. Donc, et ayant fait le choix avant et ayant dit au médecin un choix. Donc c'est pour ça que je trouve... Dans tous les cas, parce que là je parle aux responsables de l'association qui sont présents dans la salle, il faut rappeler qu'il est inscrit dans la charte de fonctionnement des CPDP il est inscrit dans la charte de fonctionnement des CPDP que chaque centre doit être à même de recevoir une patiente à sa demande si elle souhaite avoir un deuxième avis. Et on a la possibilité de discuter avec cette maman, de savoir si elle souhaite qu'on transmette les informations, par exemple des éléments d'imagerie qui ont été faits dans un centre à l'autre centre qu'elle souhaite consulter. Et vous voyez, en région parisienne, il est très fréquent, j'étais assis tout à l'heure à côté de Pascal Sonigo, qu'on partage des cas de grossesse de manière commune. Et on fait d'ailleurs en sorte qu'il n'y ait pas une sorte de compétition qui s'établisse entre nous. Et on essaie de partager le plus possible avec l'accord des mamans les informations autour des cas. Mais ça, c'est l'information qu'il faut diffuser. Les femmes ont le droit de prendre l'avis auprès d'un deuxième centre. Si jamais le contact ne passe pas bien, ou si y a des questions qui demeurent en suspens, ou si ça arrive toujours dans l'exercice médical, on est dans une situation où le climat ne permet pas un échange serein.